Pendant que la guerre gangrène le monde entier, la guerre touche Hamas-Liban, la guerre touche Ukraine, la guerre touche l'Est de la RDC, la guerre touche Haïti, la guerre touche Kenya, vraiment le monde entier est tellement tourmenté par la situation politique. Nous aussi sommes obligés de venir chaque fois pour vous présenter la situation mondiale. Salut tout le monde, bienvenue à votre nouveau numéro du journal Sauvons l'Afrique dans votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais. KTJ News au monde. Vous êtes en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Australie, même en Océanie, même dans des îles du monde entier. Une fois encore, soyez le bienvenu. Mais voici le titre. L'estiviste panafricaniste Kémy Séba, après son interpellation en France, Kémy Séba s'est rendu au Conseil des Nations Unies, dont il a parlé sur la colonisation de l'Afrique face à la France. Il a aussi parlé de cette position de la France face aux deux pays africains, le Bénin et la Côte d'Ivoire. On va aussi parler du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Diomaye Faye s'est rendu au sud-est de son pays pour voir quelques entrepotages. On va aussi parler du Mozambique. Le président Eli Daniel Chapo appelle au dialogue et à l'unité. C'est tout pour le titre. Il faut encore soyez le bienvenu. Comme je vous ai annoncé au sommaire, ouvrons notre journal. Retenons que l'estiviste panafricaniste Kémy Séba, après son interpellation en France, Kémy Séba s'est rendu au Conseil des Nations Unies, dont il a parlé sur le néocolonialisme et la position de la France face à l'Afrique ou la France-Afrique. Écoutons Kémy Séba avec Mouna Adior. Française. Mon émotion est des plus grandes de me retrouver aujourd'hui en présence de mes frères, de notre peuple, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Kanaki, de la Polynésie, et aussi de nos camarades de lutte qui sont installés dans d'autres lieux, comme en Corse par exemple. Je n'ai pas de mots pour décrire l'émotion qui est la mienne aujourd'hui. Et je n'ai pas de mots suffisamment importants pour remercier le GIB, le groupe d'initiative de Bakou, de nous permettre de pouvoir avoir cette tribune pour nous exprimer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un peu moins d'une semaine maintenant, j'ai été, avec mon collaborateur, arrêté par les services secrets français sur ordre de la présidence française et en collaboration avec le pion du système néocolonial français qui est le président de mon pays, le Bénin, Patrice Talon. J'ai été arrêté parce que le gouvernement français estime que le combat contre le colonialisme que nous menons est un combat qui met en péril ses intérêts sur le continent africain et dans la diaspora. Parce que la France, ou du moins le gouvernement français, parce que je ne veux pas mélanger l'élite française et le peuple français, l'élite française pense qu'au XXIe siècle, ils peuvent prôner les droits de l'homme à l'extérieur, mais ils ne peuvent pas les appliquer vis-à-vis des populations qui n'ont cessé d'asphyxier depuis des siècles. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent de manière coloniale les territoires d'outre-mer, ou l'Afrique francophone, sont leurs précarés naturels et que ces territoires leur appartiennent. Parce qu'ils pensent que les populations que nous sommes, la population noire que nous sommes, que nous constituons, représentent du bétail et un bien meuble qui leur appartiendra ad vitam aeternam. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de déployer les moyens les plus spectaculaires pour essayer de nous arrêter en pensant qu'ils pouvaient nous mettre à l'ombre pendant de nombreuses années. Malheureusement, dans notre tradition, il y a un adage qui dit « Le colon fait ses plans, Dieu fait les siens, et Dieu est le meilleur des planificateurs. » Nous sommes aujourd'hui libres, et nous allons pouvoir parler avec fluidité au gouvernement français et à ces marionnettes qui sont à la tête de nos États, que ce soit en Afrique ou qui sont à la tête de nos territoires, dans les territoires colonisés, appelés de manière coloniale d'outre-mer. Au XXIe siècle, aucun peuple n'a à devoir subir les affres du colonialisme. Chaque peuple a le droit à l'autodétermination. Chaque peuple
a le droit de pouvoir jouir de son territoire, de son sol. Il n'est pas normal qu'un pays comme la France, dirigé par cette engeance coloniale, puisse avoir le contrôle de territoires qui sont installés à des centaines de milliers de kilomètres de son espace naturel. C'est du colonialisme. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rend au sud-est de son pays. Donc il va faire 2 jours une visite tellement diplomatique pour parler avec le chef de province et même le militaire. Reportage signé Jacques Kana. Je suis venu à Bakel pour apporter ma solidarité personnelle, la solidarité du gouvernement et la solidarité de la nation toute entière. Je veux dire aux victimes de cette situation assez difficile que nous sommes à leur côté. Nous pensons à eux et nous agissons pour leur apporter le réconfort nécessaire sur tous les plans. La situation telle que décrite est assez difficile, il faut le noter, mais il faut saluer en même temps la réactivité du gouvernement à travers les autorités ministérielles concernées qui se sont déplacées déjà dans cette région. Je veux nommer le ministre de l'Intérieur accompagné du ministre de la Famille et des Solidarités. Le ministre de l'Hydraulique en voyage prévoit de se rendre très prochainement dans la zone aussi. Et de noter aussi la mobilisation des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à installer dans les délais records un hôpital militaire de niveau 1 et se déplacent même en pirogue pour aller soigner jusque dans les villages les plus inaccessibles. Je pense que c'est des efforts notables qui ont été déployés ici. La situation sur le plan de l'assistance des vivres, des gîtes pour les familles qui ont souhaité être relogées, parce qu'il y en a qui ont voulu rester dans leur maison mais en allant en hauteur dans la mesure où ça a été possible. Les familles sinistrées qui ont souhaité être logées ont été logées. Les vivres continuent de leur être apportés. Des kits solaires arriveront bientôt. Et je voudrais en profiter aussi pour magnifier la solidarité de certaines sociétés qui ont amené des kits d'eau, des kits alimentaires, des kits solaires et d'autres bonnes volontés même qui ont apporté de l'assistance consistante pour venir en renfort à ce que l'État est en train de faire. Je veux dire aux populations, où qu'elles soient sur le territoire national, ils auront notre solidarité permanente et notre action chaque jour renforcée pour leur apporter le soutien et le réconfort nécessaire. Et évidemment, le gouvernement ne va pas s'en tenir à gérer cette situation-là. D'ores et déjà, j'ai instruit le Premier ministre et le gouvernement, les ministères concernés, de réfléchir à un plan de mitigation qui peut apporter des solutions définitives à la situation que ces populations sont en train de vivre. Mais globalement, je suis satisfait de la prise en charge. Situation bi metti na waaye fleuve bi débordé lu ñu miin la pas nag ci dimension yi am nii di doon am bu fleuve bi delluwaatee gannaaw nit ñi ñëwaat pour mën a béy seen mbéy mi am na ñag ñu am ay yàqu ci tool yi ak ci seen bagage yi ndax nu mu demee ren moom xaw na jéggi dayu trop. waaye li ñu bëggoon wax rek ñi nga xamante ne ñu ngi ci situation bi que mu nekk fii Bakel wala mu nekk feneen ci biir réew mi rawatina fu mel ni Matam dama bëgg ñu xam ne man président de la République maa ngi seen wet di bokk ak ñoom tiis gi ak naqar gi. gouvernement bi yëpp mu ngi seen wet di bokk ak ñoom tamit jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund te foog naa ne bu ci ñoon nekkee seen wet mel na ni askanu Sénégal yëpp a ngi nekk seen wet di leen naqarlu situation waaye tamit di leen jàppale. bi ma ñëwee fii nag ni autorités yi nekk ci gouvernement bi pour commencer ci ministère yi nga xamante ne ñooy gérer situation bi moom na si ministre de l'Intérieur, ministre de la Famille et des Solidarités, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement waaye tamit ministre des Forces armées ñi nga xamante ne lépp lu war ci taxawu def nañu ko bu mu mat sëkk ndax bu mu xewee rek le gouvernement bi dégager enveloppe bu njëkk pour ministre yi ñëwoon xool am nu ñu jàppale ñi nga xamante ne fekk nañu leen ci jafe-jafe waaye bu ñu gisee ne situation bi gën na jéggi dayoo noonu gën nañ mobiliser ay yeneen ressources yu gën a am solo pour gën a mën a jàppale ñi nga xamante ne am nañu ay yàqu-yàqu fii ci Bakel ak ci département Matam waaye jàppandal gi dina weesu rek jox leen maanaam fi ñu tëdd ci nekkagum fi le temps que ñu mën a duggaat seen kër yi
ndax fu mu toll nii armée bi ni ngeen ko xamee defar na benn hôpital militaire bi ñuy wax hôpital militaire de niveau 1 waaye terewul puisque askan wi am nañ jafe-jafe ñëw ba ci hôpital yi armée yi ñu ngi jël seen gaal yi di dem fekk ji askan yi di leen faj ba ni ngeen déggee ñu waxee sànq dem nañ daanaka def ay intervention ci lépp ay fukki dëkkuwaay yoo xamante ne dem nañ fa fekk ci fa ay nit faj leen waaye dinaa tamit sargal ñi nga xamante ne ñu ngi ci gannaaw bokkuñu ci état di ay société privée yu ñëw jàppale askan wi andi ndox andi ay lekk waaye andi sax ba ci ay kit solaire pour mën a jàppale ñi nga xamante ne fi ñu leen andi fii amuñu fi courant te dinañ soxla tout le temps di profito tamit bu guddi jotee pour ñu mën a leeral di xool fu ñuy nekk ak fu ñuy toggee wala fu ñuy fanaan lii nag dinañ ko wéyal le temps que ñu situation bi deltuwaat ci situation normale bi waaye dinañ fagandiko tamit yeneen at yi di ñëw parce que lii buy xew yàlla du ci tàggu kenn waaye nag ñun ñoo war a waajale noo xam ne bu amee fekk ne li ci war pour ñu jàppale ñi nga xamante ñoo nekk situation boobu lu ci bëri taxaw na ba bu ko defee mu gën a yomb ci ñoom donte di jafe-jafe lay nekk ba tey waaye fekk ne tamit état gën na nekk à l'aise ndax xam ne lu mu waajal pour nit ñi nekk ci seen jafe-jafe yi mën a wàññeeku ci période bii nii. Après les élections au Mozambique, retenons que le président élu Daniel Chapo appelle au dialogue et à l'unité nationale dans tout le territoire du Mozambique. Suivant. Au Mozambique, face à une contestation post-électorale croissante, Daniel Chapo a appelé jeudi au calme et à la retenue. Le président nouvellement élu veut privilégier le dialogue dans un contexte politique tendu où la répression policière contre l'opposition suscite de vives inquiétudes. Je souhaite être le président de tous les Mozambicains, unis de Rovuma à Maputo. Ensemble, engageons un dialogue ouvert et constructif. Le développement du Mozambique ne passe pas par les manifestations dans les rues, mais par la paix, l'harmonie, la sécurité et la coopération. Je suis prêt à écouter chaque Mozambicain et à accueillir toutes les idées qui peuvent contribuer à l'avenir de notre pays. Le scrutin présidentiel du 9 octobre dernier a été entaché d'irrégularités et de violences selon l'Union européenne. Par ailleurs, deux figures proches de l'opposant Venancio Mondlane ont été assassinées sans qu'aucune enquête n'ait été annoncée. Daniel Chapo s'est désolidarisé de ces crimes odieux. En tant que parti Frelimo, nous souhaitons réitérer une fois de plus notre rejet des meurtres d'Elvino Dias et de Polo Gwambe, ainsi que des autres citoyens qui ont été physiquement affectés par les manifestations en cours. Daniel Chapo, successeur de Felipe Nyusi, a remporté 70,67% des suffrages, suivi du candidat indépendant Venancio Mondlane, arrivé second avec 20,32% des voix. L'opposition, qui avait appelé à manifester contre ce qu'elle considère comme un hold-up électoral du Frelimo, au pouvoir depuis 1975, a déposé des recours auprès du Conseil constitutionnel. Toujours au Mozambique, le parti au pouvoir s'impose à l'issue d'un scrutin contesté. Suivant. Élu avec 71% des voix. Au Mozambique, le candidat du parti au pouvoir, Daniel Chapo, s'est imposé à l'issue des élections générales. Peu connu des citoyens avant sa candidature, il est le gouverneur de la province d'Inhambane depuis 2016. Malgré ce déficit de notoriété, le candidat a pu compter sur la force de son parti, le Frelimo, qui domine la politique nationale depuis l'indépendance en 1975. Malgré l'historique de son parti, Daniel Chapo se présente comme un acteur du changement. À 47 ans, il sera le premier président du Mozambique, né après l'indépendance. Dès l'annonce des résultats partiels, l'opposition criait déjà à la fraude. Plusieurs manifestations ont été organisées afin de contester les résultats. Des rassemblements dispersés par la police qui a tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes sur la foule. Les partis d'opposition n'ont pas encore indiqué s'ils envisageaient de contester les résultats devant la justice. Quittons le Mozambique pour le Niger, retenons que page noire. L'ex-premier ministre Amadou est mort à l'âge de 74 ans dans le pays. Le drapeau est en berne.
Hama Amadou n'est plus. L'ex-premier ministre nigérien et ancien président de l'Assemblée nationale de 2011 à 2014 est décédé mercredi à l'âge de 74 ans à Niamey. Opposant au président Mohamed Bazoum, il était rentré au Niger en septembre 2023 après le coup d'État. Avril 2021, il est autorisé à se rendre en France pour des soins. Avant cela, Hama Amadou était en détention préventive dans une prison à Filingué à l'ouest de Niamey, accusé d'être l'un des responsables des troubles ayant suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 21 février 2021 remportée par Mohamed Bazoum. Sa candidature à la présidentielle de décembre 2020 avait été rejetée par la Cour constitutionnelle, laissant la voie libre au successeur de Mahamadou Issoufou. Sous le régime de ce dernier, l'ex-premier ministre avait également été incarcéré pendant plusieurs mois en 2015 pour des accusations de trafic d'enfants. Malgré cette détention et le fait qu'il n'ait pas pu mener campagne, il réussit à obtenir la deuxième place à l'élection présidentielle de 2016, recueillant près de 18% des voix. Parlons de l'Égypte. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de BIP très élevée. Suivant. Les prévisions s'annoncent positives pour l'économie égyptienne. Dans son dernier rapport, le FMI estime qu'elle connaîtra une forte reprise au cours de l'exercice 2025-2026 avec une croissance du PIB située à 4,1%. Une prévision qui marque une augmentation significative par rapport à l'estimation de 2,7% pour l'exercice 2024-2025. Pour la campagne 2023-2024, la croissance du PIB est tombée à 2,4% contre 3,8% l'année précédente. Une chute notamment provoquée par la crise monétaire et la guerre dans la bande de Gaza. Deux événements qui ont conduit à la baisse des recettes du canal de Suez et au ralentissement du tourisme. Les perspectives économiques de l'Égypte sont encourageantes grâce au soutien des institutions financières internationales et des partenaires au développement. En février 2024, le pays a signé un accord de 35 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis pour développer la région de sa côte nord. Cependant, l'inflation continue de poser un défi important en Égypte avec une hausse des prix à la consommation enregistrée à 24,4% au cours de l'exercice 2023-2024. Le FMI prévoit une augmentation à 33,3% au cours de l'exercice suivant, avant de diminuer à 21,2% au cours de l'exercice 2025-2026. Rendons-nous en Afrique du Sud, au KwaZulu, en Natal. Bataille du trône dans les nations des Zoulous. Qui va succéder le roi à passer suivant? Le couronnement du prochain roi Zoulou aura bel et bien lieu. Un juge sud-africain a ouvert la voie au sacre du prince Misuzulu comme prochain roi Zoulou. Après le décès du roi Goodwill Zwelithini en mars 2021, la question de savoir qui serait le prochain roi avait suscité la controverse. Le défunt souverain a laissé derrière lui 6 épouses et au moins 28 enfants. Nommée régente dans son testament, sa troisième épouse et favorite a désigné son fils Misuzulu pour succéder au trône. Toutefois, sa rivale n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de la première femme du roi, a vivement contesté cette décision. Clamant être la seule épouse légitime de par son union civile au souverain, la reine Sibongile et 2 de ses filles ont émis une plainte pour empêcher le couronnement de Misuzulu. Elle conteste la validité du testament, affirmant qu'une signature est fausse. Le juge a déclaré que la requête de la reine était prématurée et a rejeté la demande visant à empêcher le couronnement, mais a suspendu l'exécution du testament jusqu'à examination. C'était hier la clôture de ce sommet BRICS qui a réuni beaucoup de pays du monde et aussi des pays africains, dont je cite l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, pourquoi pas même l'Inde était invitée. Mais on va savoir plus sur l'Afrique et sa position, suivant cet analyste africain qui nous dévoile le secret de la positionnement de l'Afrique. Gain à court terme. Il faut repenser, à mon avis, les relations de coopération avec le couple indo-chinois notamment, et qui, comme vous le savez, depuis très longtemps, n'a pas joué la carte de la transparence, notamment en matière d'endettement, mais également en matière justement de développement de projets d'infrastructures qui n'ont jamais été couronnés par des transferts de technologie. Donc, je crois que aujourd'hui, il faut repenser cette relation-là entre certains pays des BRICS et l'Afrique. Et il faudrait également amener la Russie à beaucoup plus s'intéresser à l'Afrique
notamment en ce qui concerne les problèmes de sécurité qui sont devenus des questions essentielles pour assurer le développement des pays du continent. Comment la participation de l'Afrique aux BRICS pourrait-elle influer sur sa position dans le commerce mondial, en particulier avec l'UE et les États-Unis? L'Afrique ne représente que 3% du commerce mondial, ce qui est très peu. Et je pense que si le logiciel, surtout indo-chinois, change, si la Russie arrive à participer beaucoup plus justement au commerce entre les pays membres, je pense que cela devrait permettre justement de contrecarrer cette influence occidentale qui peut d'ailleurs aller jusqu'à remettre en cause, malheureusement, eh bien, un certain nombre d'accords commerciaux. Maintenant, il est vrai que les BRICS sont en train de s'organiser avec l'avènement de cette banque de développement qui devrait pouvoir financer notamment le commerce intra-régional entre pays africains, qui est très faible et qu'il va falloir effectivement booster. Quels sont les risques auxquels les nations africaines sont confrontées si les BRICS contre l'influence occidentale et comment peuvent-elles les atténuer tout en bénéficiant d'avantages économiques? Le système financier international est gouverné et contrôlé par les États-Unis, notamment les institutions de Bretton Woods. D'ailleurs, c'est tout le sens de cette banque qui a été mise en place, la Banque de développement, qui devrait être complétée également par un fonds monétaire pour ces pays-là et par un certain nombre d'instruments de développement. Maintenant, ce que ces pays-là peuvent faire, c'est probablement utiliser un tout petit peu leur capacité financière pour stopper les programmes et les aides, ce qui serait quand même très dommage. C'est des pays qui peuvent également utiliser le trafic d'influence pour amener les BRICS, les pays membres des BRICS, à ne plus bénéficier justement de prêts concessionnels, par exemple. Eh bien, donc, je crois qu'il y a cet argument financier qui est un argument qu'il ne faut pas négliger dans la relation. Et il faudra travailler à renforcer les relations, justement, de coopération entre les pays, membres des BRICS et également les autres pays qui sont africains et qui veulent aujourd'hui, dans le cadre d'une recherche d'un monde géopolitique beaucoup plus juste, beaucoup plus inclusif et prospère, donc qui veulent vraiment qu'il y ait beaucoup davantage de justice effectivement dans le monde. Merci pour ces précisions, ce fut un plaisir de vous avoir dans l'émission. C'est bon. Quittons l'Afrique pour le Proche-Orient. Rendons-nous en Russie. Après le BRICS, le président russe Vladimir Poutine appelle à la réforme de l'instance des Nations Unies ou de l'ONU, suivant son interview. Jeudi s'est tenue la séance de clôture du sommet du bloc des économies en développement, BRICS. Le sommet de 3 jours qui s'est déroulé dans la ville de Kazan a porté sur l'approfondissement de la coopération financière ainsi que sur le règlement des conflits régionaux. Dans son intervention, le président russe Vladimir Poutine a appelé à de profondes réformes du système de l'ONU. Nous considérons qu'il est important pour le bon fonctionnement de l'ONU d'adapter sa structure aux réalités du XXIe siècle, d'élargir la représentation des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, y compris ceux dont les dirigeants sont présents dans cette salle, au Conseil de sécurité et dans d'autres organes clés. La réforme des institutions de développement de l'ONU et des structures financières mondiales est également attendue depuis longtemps. Les BRICS, qui contenaient initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se sont élargis pour inclure l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Dernièrement, la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie ont officiellement déposé une demande d'adhésion à l'Alliance. Parlons toujours de la géopolitique et parlons toujours du sommet BRICS octobre 2024. La Russie au centre de tout. Suivant. Inde, Chine, Afrique du Sud, Vladimir Poutine enchaîne les rencontres. Des poignées de main chaleureuses avec ses partenaires des BRICS pour tordre le cou aux politiques d'isolement visant la Russie. Une vitrine inespérée pour le chef du Kremlin.
La coopération russo-chinoise dans les affaires mondiales est l'un des principaux facteurs de stabilisation sur la scène internationale. Nous avons l'intention de renforcer encore la coordination dans toutes les plateformes multilatérales afin de garantir la sécurité mondiale et un ordre mondial juste. Le Kremlin affiche donc sa volonté de concurrencer ce qu'il qualifie d'hégémonie occidentale. Le sommet des BRICS intervient au moment où Moscou renforce ses alliances avec des puissances adversaires des États-Unis, comme Pékin. Le monde subit des changements profonds, sans précédent depuis un siècle, et la situation internationale devient chaotique. Mais je suis fermement convaincu que l'amitié profonde qui unit la Chine et la Russie de génération en génération ne changera pas. Avec ces entretiens bilatéraux, la Russie compte aussi ses alliés et partenaires. Turquie, Venezuela, Iran, une vingtaine de dirigeants ont fait le déplacement, dont le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Son pays est adhérent aux BRICS depuis janvier. Vladimir Poutine orchestre une victoire diplomatique alors que la Russie gagne militairement du terrain en Ukraine. Excellence, nous sommes en contact constant à propos du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Comme je l'ai déjà dit, nous croyons que les conflits ont vocation à être résolus uniquement pacifiquement. Nous soutenons totalement les efforts visant à rétablir rapidement la paix et la stabilité. Le marathon feutré du président russe se poursuit. Pour la première fois depuis son isolement diplomatique, Vladimir Poutine rencontre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Moscou dit plaider pour un monde multipolaire. Après la guerre imposée au Liban, Hamas et beaucoup de pays arabiques, retenons que le président français Emmanuel Macron annonce une aide de 100 millions d'euros pour le Liban. Suivant. Une poignée de main entre le président français et le premier ministre libanais pour symboliser l'amitié entre les deux nations. À l'occasion de la conférence internationale sur le Liban, organisée par le chef de l'État Emmanuel Macron, le pays s'est engagé à apporter une aide financière en soutien à la population et à la souveraineté du Liban. Les Nations Unies ont lancé un appel à hauteur de 426 millions d'euros. La France apportera 100 millions d'euros à l'occasion de cette conférence. Ce qu'il faut, c'est tout simplement abriter les familles, nourrir les enfants, soigner les blessés, continuer d'assurer la scolarité des élèves. Il faut trouver des solutions d'autant plus vite qu'il faut à tout prix éviter que le déplacement des gens du sud vers Beyrouth et d'autres régions du Liban ne crée de nouvelles divisions parmi les Libanais. Le 30 septembre dernier, l'armée israélienne, en conflit avec le Hezbollah, a lancé une offensive terrestre dans le sud du Liban. S'en est suivi des bombardements qui, à ce jour, ont fait au moins 1500 morts et plus de 800 000 déplacés. Quittons le Liban pour la Turquie. Retenons que Ankara, contestation de soutien des pays africains contre toute attaque qui a perpétré la Turquie. Et suivons cette image. Le Mali, le Sénégal, la Somalie, le Soudan et la République démocratique du Congo ont condamné mercredi l'attaque contre une installation de l'industrie de la défense dans la capitale turque. Cet attentat a fait 5 morts et 22 blessés, dont 14 sont toujours hospitalisés jeudi. 2 des assaillants ont été neutralisés par les forces de l'ordre après une explosion suivie de tirs devant le siège de Turkish Aerospace Industries. De nombreuses condamnations ont afflué de la part des soutiens de la Turquie. Je voudrais remercier tous nos amis qui ont exprimé leurs condoléances et leur solidarité suite à l'acte terroriste perfide commis à Ankara hier. Cette attaque ignoble a encore renforcé la détermination de la Turquie à éliminer le terrorisme. Les autorités turques ont désigné le Parti des travailleurs du Kurdistan comme probable responsable de cette attaque et ont mené en représailles des frappes contre les positions du PKK en Irak et en Syrie. C'est par ce numéro que nous bouclons notre journal de séjour, mais avant tout, passons au rappel du titre. L'estiviste panafricaniste Kémy Séba, après son interpellation en France, Kémy Séba s'est rendu au Conseil des Nations Unies dont il a parlé sur la colonisation de l'Afrique face
à la France. Il a aussi parlé de cette position de la France face aux deux pays africains, le Bénin et la Côte d'Ivoire. On va aussi parler du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Diomaye Faye s'est rendu au sud-est de son pays pour voir quelques entrepotages. On va aussi parler du Mozambique. Le président Eli Daniel Chapo appelle au dialogue et à l'unité. C'est tout pour le titre. Il faut encore soyez le bienvenu. C'est par ce numéro que nous bouclons notre journal de séjour. Merci pour votre réelle attention, peuples africains partout dans vous le suivez, ici en Afrique, en Asie, en Océanie, en Australie, en Europe, dans tous les continents du monde entier. Il faut encore merci, mais je vous invite à visiter notre chaîne YouTube que je cite. Le Congo ne tombera jamais. Catégorie pour ne rater aucune de nos informations. Restez toujours branchés dans notre antenne et sur notre programme. Rendez-vous au prochain numéro. Bye et merci.